Alors, notre autre segment dans ce colloque dont le thème est ce que l'art permet, laisser la matière dire. Et si vous me permettez de citer encore Daniel Boutet, oui, dans la conférence d'ouverture du colloque de 2016 à Lévis, il y a peut-être d'ailleurs d'anciennes et d'anciens de cette cohorte qui nous écoutent, l'atelier intérieur, Daniel avait dit « Chaque fois que j'avance dans l'inconstruit, le pas encore construit de l'œuvre, j'avance aussi dans des inconstruits de moi-même. Je me fais en faisant. Il n'y a pas que l'œuvre qui naît dans l'atelier. » Alors justement, pour les deux présentatrices, pour laisser la matière dire, on va entendre Karine Leblanc et tout d'abord, on va entendre Mélanie Courcelle. Je vous présente Mélanie. Elle est originaire de Québec. Mélanie se passionne pour la couleur et l'exploration des matières. Après son baccalauréat en arts visuels à l'Université du Québec à Montréal, elle complète sa maîtrise en art, profil peinture, à l'Université du Québec à Chicoutimi. Depuis plus de 15 ans, elle enseigne les arts multidisciplinaires au Cégep de Matane. Elle aime découvrir ce qui est au cœur du processus créateur, dans la diversité des expériences artistiques. Par l'introspection et l'exploration de territoires réflexifs et sensibles, elle s'actualise avec une liberté de pensée et d'action, là où l'art rejoint la vie avec poésie. Aujourd'hui, Mélanie nous présente Territoire poétique, vie métissée. À toi, ma chère Mélanie. Bonjour. En juin 2018, par une heureuse synchronicité, je découvre l'existence du programme en études de la pratique artistique. J'assiste au colloque « Ce qui cherche à prendre forme », présenté ici même, dans cet auditorium. J'étais impatiente d'en connaître davantage sur la singularité des démarches artistiques des participantes. Je me sentais interpellée et émue de cette découverte. L'idée de m'inscrire à l'EPA a fait son chemin. Je souhaite alors répondre à l'appel de ma passion pour le processus de création. Je me joins donc à la cohorte 2019. Je réalise l'importance de cette opportunité lors du premier cours. L'intensité est au rendez-vous. Les femmes créatrices s'animent. L'ambiance est électrisante. Les propos sur l'art, particulièrement inspirants. Je me sens pleinement enthousiaste. Je me dis que je suis à la bonne place, au bon moment, sur mon X. Aujourd'hui déjà, c'est le moment de témoigner de mon parcours en guise de synthèse réflexive de l'expérience enrichissante de l'EPA. Pour commencer, je suis passionnée de l'expression par les matières et la couleur. Découvrir ce qui est au cœur du processus créateur me fascine. Pour moi, l'art permet une exploration de territoires intérieurs, une liberté de pensée et d'action, là où l'art rejoint la vie avec poésie. Ma vie s'enrichit avec le rayonnement de l'art, par mes découvertes transformatrices, tel un métissage. Je deviens métissée par ce qui m'inspire. Je m'imprègne de mes observations, expériences, rencontres, ambiance des lieux, lectures.
J'aime ajouter de nouvelles réflexions et davantage de sensibilité à ma perception. J'ai conscience aussi de la pluralité de points de vue possibles sur la réalité depuis mon enfance. Je trouve que l'exercice de l'écriture est vraiment intéressant pour révéler la manière de voir, d'habiter et de penser le monde. Dans L'espèce fabulatrice, l'écrivaine Nancy Houston met en lumière la faculté inhérente de l'être humain à recourir à la fiction par le récit. Je choisis de vous partager 6 fragments pour évoquer le fil conducteur reliant les territoires de ma vie et mon parcours artistique. Par la suite, je vous parlerai de mon projet de recherche et création. Fragment 1. Territoire de l'Afrique, terre rouge, terre de soleil. J'ai 5 ans. Je suis en maternelle dans la cour de l'école à Niamey, au Niger. Mon jeu. Creuser un trou dans le sol jusqu'au moment mystérieux où une terre de couleur rouge, rouille, saturée, rouge ferreux apparaît. Et là, quelques enfants regardent le trou, attentifs au rituel, et s'exclament « C'est le diable !» Je referme le trou avec empressement. La vue renouvelée de ce pigment rouille me plaît. Je demeure imprégnée par ce séjour de 2 ans et demi dans mon enfance. J'observe mon environnement. Je peins, je dessine des animaux. Je peins une girafe sur le mur de l'école. Les bananiers entourent la maison, un caméléon change de couleur. Il ne faut pas tomber sur les scorpions. Je suis entourée de personnes aux visages différents, aux vêtements colorés. Le marché est rempli de kiosques, de bijoux, de robes, de sacs et de sandales de cuir, d'instruments de musique inusités, de nourriture. Un Père Noël arrive, habillé de son habit rouge, sur un chameau. Il y a des tempêtes de sable. L'Afrique est une terre accueillante, mais aride aussi, contrastée de lieux de végétation et d'endroits désertiques, lieux imprégnés de soleil, de chaleur. De retour au Québec, à Montréal, je me demande où est parti le soleil. L'intensité du soleil n'est plus la même, j'attends son retour. Fragment 2. Territoire de la ferme, du verger et des érables. À la ferme de mes grands-parents, j'observe les taches blanches et noires des vaches. Bien contrastées, et j'y vois une similitude. Ces taches sont différentes dans leur motif, mais aussi belles que celles des girafes d'Afrique. Il y a aussi un grand verger, lieu de liberté et d'espace heureux, pour courir et ramasser les pommes. Les pommiers sont colorés, mais aussi tous les érables à perte de vue qui se teintent à l'automne. À la cabane à sucre au printemps, au cœur de la forêt, ça sent bon. Je me sens faire partie d'une vie riche de beauté, de la nature, à la source des cycles de la vie. Fragment 3. Territoire de l'ouverture culturelle. J'emménage avec 2 colocataires dans un 7,5 rue Saint-Denis à Montréal pour étudier à l'UQAM, au baccalauréat en arts visuels. Une nouvelle vie commence, toute la ville à découvrir. Dessin, peinture, sculpture, on occupe l'espace qui devient un atelier. C'est la vie de bohème. Je dessine les visages multiethniques des gens dans le métro.
Je les trouve beaux, ces visages parfois usés, souvent différents. Je remplis des cahiers de croquis sur le vif et de réflexions sur la société. Je me fonds dans la foule. J'aime les restaurants, les ruelles, les parcs, les festivals africains de jazz et autres événements culturels, théâtre, cinéma, musée. Emballée par ce territoire d'immersion culturelle, je ressens que l'art est ma priorité. Animée par cet état d'être, je m'inscris à la maîtrise en art, profil peinture, à Chicoutimi. À ce moment, la description du programme et son titre, voir plus loin, m'interpellent. Fragment 4. Territoire des montagnes à franchir. L'accueil au programme de maîtrise en art se déroule sur un bateau qui se dirige vers le fjord du Saguenay à Chicoutimi au son des violons et des conférences sur l'art. Cet accueil tout en poésie m'enchante. La maîtrise dure 3 ans plutôt que 2. Je fais des allers-retours Montréal-Chicoutimi en autobus voyageur transportant mes bagages et un grand rouleau de toile. J'évolue, j'expérimente ma peinture dans un grand atelier qui m'est attribué. Cela en vaut le déplacement. Mon introspection s'approfondit. Malgré tout le positif, le deuil difficile de mon conjoint survient tout juste avant l'exposition. Un défi émotionnel, une montagne à gravir. Au travers de cette situation, je réussis à terminer mes tableaux. Je persévère en m'accrochant à l'essentiel, terminer ce chapitre en protégeant mes tableaux. En direction de Chicoutimi, je vois défiler les montagnes sur la route. Je pense que c'est tout de même un beau voyage. J'arrive à la galerie L'œuvre de l'autre, j'installe mes 10 tableaux sur les murs. Tout est à sa place. La luminosité est finalement bien dosée. Mon exposition, Éclosion pour un paysage lyrique, se passe bien. Mes parents, mes amis sont là. Pourtant, pour moi, l'absence de mon conjoint contraste avec la présence de mes paysages colorés. Fragment 5. Territoire poétique métissé. Premier déplacement vers Matane. Il grêle, la brume est opaque, il fait froid. Tout est gris, terne. Au premier abord, je me dis que cette ville est mélancolique, éthérée. Je ne le sais pas, mais je vais y rester des années pour y enseigner. Lors du premier cours, ma voix est nouée. Je suis de nature plutôt introvertie. Le magistral n'est certainement pas mon élément. Mon territoire, c'est l'atelier. Là où l'art se vit, se fait. J'accompagne mes étudiants sur leur terrain de création. Je crée des ateliers pour déployer leur potentiel créatif, ce qui m'enrichit par les échanges vécus et les territoires intérieurs explorés. Aussi, j'explore la diversité des démarches multidisciplinaires. J'occupe la majorité de mon temps à découvrir des artistes, des lectures, des événements artistiques et soutenir des projets de création. En plus, il y a les aléas de mon rôle de mère, dévouée à ma fille. Bien que l'art fait partie de mon quotidien, j'ai l'impression au fil du temps que j'ai mis de côté ma création. Je souhaite créer de nouveau un projet personnel engagé. Mais où commencer? Comment retrouver le fil
conducteur qui me motive, m'alimente et déclenche mon élan de créer. J'entame donc le processus du programme de l'EPA pour renouer avec ma création et la réflexivité qu'elle sollicite. Fragment 6. Territoire de l'atelier intérieur. Entrer dans l'atelier, c'est prendre un temps de liberté d'être. Je donne libre cours à cet espace de liberté intérieure que je vois comme une chambre à soi, expression de Virginia Woolf. Dans l'atelier, je ressens la joie de jouer avec les couleurs. Je me connecte au moment présent, dans le plaisir ludique de faire apparaître. Espace-temps en suspension, dans une approche méditative, je cherche un bonheur plein. Je veux ralentir le rythme, souvent effréné de la vie actuelle. C'est l'ouverture au possible qui me réjouit. J'aime créer une abondance. Je choisis intuitivement les couleurs et les matières qui m'inspirent. Je les superpose, les additionne, les recouvre. Je crée un rythme par le parcours de la lecture des couleurs. La vibrance de la couleur, c'est pour moi un contact avec la vitalité. Ça m'énergise. Toute la gamme des couleurs me connecte au spectre des émotions humaines. L'écriture et le collage font aussi partie de mon introspection. J'ai besoin de luminosité, d'intensité, de présence et d'ancrage. Tel un phénix qui renaît de ses cendres, lorsque je crée, je débute la métamorphose de mes émotions. Celles restées enfouies sont les plus intéressantes à recouvrir de peinture. Il y a un jeu entre ce qui restera visible et ce qui disparaîtra dans ce processus alchimique de transmutation. Projet de création. Mon rapport au paysage, à la nature et à l'expression par les matières se transpose. L'évocation des éléments de la nature, de l'eau, de l'air, du floral, des oiseaux, des montagnes, de la terre, déjà présentes dans mes paysages de la maîtrise, migre vers une métamorphose terrestre. Je décide de créer une demi-sphère faite de fils de métal soudés, puis recouverte de matière peinte, papier, encre, fibre. La base qui supporte la structure est recouverte de morceaux de bois peint en noir, laissant transparaître une lumière de l'intérieur. La dynamique du mouvement est circulaire, comme si le paysage tournait en rond, une danse concentrique où les arbres bougent et se déracinent. Les eaux tourbillonnent et les montagnes se reflètent sans dessus-dessous. Le déplacement de ce point de vue, de cet amalgame intègre mes préoccupations existentielles concernant une écologie planétaire menacée, fragilisée et à protéger pour les futures générations. Cette œuvre fabulatrice, empreinte de matières reliées à la nature, évoque toutefois, pour moi, une poésie de la précarité de notre monde en mouvance, car elle est trouée. Un espoir de transformation peut renaître des profondeurs. Cependant, une sensibilité accrue à l'écologie du vivant nous est demandée. Au dernier moment,
Après avoir terminé mon projet de demi-sphère, l'élan de peindre un tableau m'est apparu comme une nécessité. Cela m'a permis de comprendre que mon terrain d'exploration s'est simplement élargi et que mon intuition me guidera pour la suite. Par l'art, à ma manière, je contacte mon humanité pour marcher à la rencontre de mes territoires intérieurs. Je m'engage dans la création pour m'agrandir. L'art me permet de toucher par moments à cet heureux agrandissement de soi évoqué par Daniel Boutet. En conclusion, la communauté EPA m'a offert le territoire idéal pour la poursuite de mon métissage intérieur. Par l'élan de créer, je fais circuler une énergie vitale par la couleur, la matière et le geste. Pour moi, la couleur est poésie. Je fais place à mon besoin de peindre et j'ajoute toutes les couleurs qui manquent parfois à certaines journées, à certains passages de vie obligés et plus globalement à une vision assombrie de notre terre Gaïa. Ma démarche artistique m'invite à vivre et à partager une expérience plus grande que soi, qui permet souvent de mieux repenser le monde. Je me sens heureuse de mon avancée, enracinée dans ma quête. Merci aux enseignantes, à toutes les personnes qui m'ont soutenue dans cette expérience et à mes précieuses consoeurs de l'EPA. Merci beaucoup, Mélanie. Merci beaucoup pour cette très belle présentation. Bravo. Alors, les personnes qui viennent de se joindre à nous, si vous avez des questions pour Mélanie, vous allez dans la section en bas de votre écran questions-réponses. Voilà. Et est-ce qu'on a des commentaires, questions du côté de la maison, Daniel? Pas encore. Très bien. Alors, aussi dans la salle, si vous avez des questions pour Mélanie. Moi, j'ai envie de juste pour l'instant de poser une question. Comment vas-tu? Je vais très bien, Suzanne. Très bien. Alors, je t'ai frappé, moi, je vais commencer par une question très intéressée de voir comme quand tu montrais des images de ta peinture que tu appelais des paysages versus marcher le territoire finalement, entrer dans le territoire et comment en étant dans cette nature, ça te fait et passer par la matièreté, la matérialité avec ta demi-sphère, tu vas trouver tout à fait une autre expérience de la peinture. Peux-tu nous en parler un petit peu plus? Oui, j'ai trouvé ça intéressant d'aller explorer un retour avec des fils de fer, à la manipulation des tiges de fer, un peu de soudure. C'est sûr que c'est quand même une expérience que j'avais faite dans le passé en sculpture. Mais le fait d'arrimer ça avec du collage, puis des matières peintes superposées, j'ai eu vraiment beaucoup de plaisir à faire cette création-là. Puis je crois que ça va continuer d'apparaître dans mes tableaux, puis que mes tableaux vont recevoir de plus en plus de collages, de matières, d'hybrides. Est-ce que tu conçois ça comme étant, comment dire, une espèce de trajectoire à prendre pour réinjecter dans la peinture ou tu vois ça plutôt comme un élargissement des médiums que tu as envie d'explorer? Je pense que ça se peut que ça se transfère dans le tableau. Ça a commencé avec le dernier tableau qui est présenté dans ce PowerPoint. On ne le voit pas très bien à l'écran, mais il y a des morceaux de bois peints en noir qui sont collés dans le tableau. Puis probablement que ça m'intéresserait de poursuivre cette exploration-là, d'intégrer des matières dans le tableau.
ou de continuer d'explorer des formes plus sculpturales avec de la peinture intégrée dedans, à l'intérieur. Merci, Mélanie. Alors, si vous avez des questions pour Mélanie, c'est le temps. Oui, John. Merci, Mélanie. Le fait que l'an dernier, à cause du COVID, on n'a pas pu voir nos projets, le résultat de nos projets de contraintes. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais ce que ça m'a rappelé aujourd'hui avec le fil de fer, c'est trois-dimensionnel, et la peinture qui a suivi est magnifique. Merci, John. Je l'adore. Ah oui. Et je trouve qu'il y avait quelque chose entre la sculpture et la peinture. Bravo. Mais justement, je pense une des activités les plus importantes pour moi dans EPA était ce projet de contraintes. Hors de ma quotidienne, ça m'a poussée et je vois ce que c'est arrivé pour toi. Bravo. Oui, merci, John. Oui, merci, John. Peut-être, Virginie, es-tu là? Virginie, peut-être un mot sur c'est quoi, à quoi fait allusion John avec l'exercice des contraintes? C'est quoi ça? On allait régler un problème technique. Je faisais une petite danse. En passant. Oui, oui, oui. En fait, on va devoir prendre une autre pause parce que notre fichier, il était corrompu. Le fichier PDF, là, il est corrompu. Alors, il ne s'ouvre pas. On va prendre une petite pause juste après Mélanie là, pour régler notre problème en lien avec la dernière présentation. Le projet des contraintes, c'est un projet qui survient à l'étape où, bon, OK, on vient ici étudier sa pratique, mais on ne veut surtout pas étudier une vieille pratique. On veut se mettre à l'œuvre ici maintenant dans un projet où on s'actualise, où on se voit aller en temps réel avec soi. Je propose déjà quelques contraintes et on se dit à quel point, bon, des contraintes, c'est contraignant, mais des contraintes, c'est aussi stimulant et ça nous amène à travailler autrement. Alors, travailler autrement tout en étant, en fait, dans la reconnaissance de notre singularité. Et c'est ça qui émerge, puis c'est ça qu'on voit apparaître, en fait, dans tous les projets. Merci beaucoup, Virginie. Oui, on a une question ici au micro. Bonjour Mélanie, bravo. J'espère que ma question j'espère qu'elle sera une belle question pour toi et je cherche que tu y répondes tout simplement. Simplement. Mais tu as parlé, ça m'a beaucoup plu d'une chambre à soi de Virginia Woolf. Et je serais curieuse si tu acceptais de nous partager un peu qu'est-ce que l'art t'apporte par rapport à ce phénomène-là d'avoir un besoin d'avoir une chambre à soi. Toi qui as une vie active parce que tu as une profession, tu travailles fort, tu as aussi une enfant, un conjoint, etc. Puis, je sais que la vie va vite, tu as parlé de ralentir le rythme. Donc, ces deux éléments-là, du ralentissement du rythme et de la chambre à soi, je pense que c'est quelque chose d'important pour toi. Et pour nous, enfin, moi, ça m'a interpellée. Si tu voulais nous en parler un petit peu. Oui, merci. C'est une belle question, Véronique. Oui, très simplement, c'est que je crois que c'est toujours possible de prendre du temps pour soi, puis de se trouver un espace à soi, malgré les horaires chargés. Mais moi, je crois que mon arrivée à l'EPA m'a permis d'amorcer un déblocage pour retrouver ce qui déclenche vraiment, ce qui me motive vraiment, ce qui m'amène vraiment à créer. Puis, je dirais que là, aujourd'hui, en ayant identifié plus précisément ce fil conducteur-là, je pense que je vais arriver beaucoup plus facilement à l'intégrer dans mon quotidien, ma création, puis à pouvoir profiter de chaque petit moment où je peux avoir cet espace-là à moi
pour continuer d'approfondir mon projet. Alors, je dirais que parfois, quand on pense qu'on n'a pas cet espace-là, ça peut être des mécanismes de protection, une prise de distance par rapport à ce qu'on aurait à exprimer, tout ça. Ça peut être pour plein de raisons, puis on peut avoir un horaire très chargé. Mais je crois qu'en donnant la priorité à l'importance d'avoir un espace à soi pour créer, je peux m'exprimer, cette importance-là d'avoir un espace à soi pour créer, je pense que c'est un beau cadeau à se faire. Je pense que c'est possible de se faire ce cadeau-là, mais c'est sûr que il faut comme se donner une position qui remonte en haut de la liste. Il faut comme se donner faut donner la valeur à notre processus, à notre quête. Il faut comme justement honorer cette quête-là. Puis je pense qu'à la fin de tout ce parcours-là de l'EPA, je suis vraiment en bonne position pour dire que je vais avoir vraiment le goût d'utiliser chaque moment pour aller créer. Merci pour la belle question, Véronique. Merci beaucoup, Mélanie. Je crois qu'on aurait le temps pour une dernière question. Bravo, Mélanie. Ton rapport aux couleurs, moi, j'aimerais ça que tu nous en parles quand tu t'exprimes par rapport aux couleurs, tu t'illumines. Donc, tes toiles sont flamboyantes. Donc, c'est quoi ce rapport, je ne sais pas comment exprimer ma question, mais ton rapport intime avec les couleurs? Et en fait, quand je travaille avec mes couleurs, c'est que ça me donne vraiment de l'énergie. Pour moi, là, prendre, mettons, un jaune, là, ça me donne vraiment l'énergie de la couleur jaune, mais c'est joyeux, c'est vraiment une énergie pure là, de joie, tandis qu'un violet, c'est plus profond, c'est plus sombre. Fait que c'est vraiment un rapport émotionnel, comme si chaque couleur, dans le fond, était reliée à des émotions. C'est pour ça que ça me donne un terrain de jeu. Puis que c'est vraiment l'œil qui vient agencer tout ça là, pour créer cette énergie-là. C'est sûr aussi que la luminosité du soleil, si on parle par exemple des couleurs dans des pays très ensoleillés comme l'Afrique par exemple, ce n'est pas les mêmes couleurs. Les couleurs sont ensoleillées, fait que peut-être que je cherche à toujours retrouver une sorte de luminosité que je trouve qui me manque, surtout quand il y a des endroits très gris. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Merci beaucoup. Grand merci, Mélanie, pour cette belle présentation. Merci beaucoup. Alors, je vais juste faire un petit check auprès de notre amie Virginie. Où en sommes-nous? Pas plus avancé. D'accord. Alors, vous, à la maison, nous vous demandons votre indulgence. On a un petit souci technique. On va prendre une pause la plus courte possible et on vous revient avec la présentation finale de la journée de Karine Leblanc. Merci beaucoup. À tout de suite. Alors, merci pour votre patience. Nous voici de retour pour la dernière présentatrice de la journée dans le thème « Laisser la matière dire », c'est ce que l'art permet. Alors, Karine Leblanc est marionnettiste et artiste du textile. Elle a fait des études de marionnette au théâtre Aux Mains Nues de Paris et des études de deuxième cycle en géographie, s'intéressant aux cultures du monde et au développement culturel des communautés. Elle a fondé La Tête Salée, compagnie qui crée des œuvres poétiques associant le théâtre, les arts visuels et la performance. Karine est boursière du Conseil des arts et des lettres du Québec. Et elle cherche à fusionner
les disciplines, que celles-ci relèvent de la tradition ou d'approches plus contemporaines. Karine est gaspésienne d'origine, mais ses racines se rangent, dit-elle, facilement dans une valise. Avis aux intéressés. Hein? Alors, la présentation de Karine aujourd'hui, s'écharpiller l'intérieur de la marionnette à l'heure actuelle. Karine. Bonjour, merci Suzanne. L'artiste tente d'extérioriser son intériorité, tente de rendre visible l'invisible qu'il est. Pierre Bertrand. S'écharpiller l'intérieur de la marionnette à l'heure actuelle. Dans la dernière année, je suis passée d'une pratique de marionnettiste à la création d'œuvres pour une exposition en art actuel. Cette exposition s'intitule « S'écharpiller l'intérieur ». Écharpiller est un terme ancien qui veut dire, en parlant de la laine, la démêler, la débarrasser de ses corps étrangers. L'exposition a eu lieu il y a à peine un mois et c'est encore difficile pour moi de parvenir à comprendre tout ce que révèlent les dessous de cette création. J'aimerais tout de même vous raconter tout ce qui a été écharpillé de ma pratique artistique et probablement de moi-même lors de ce renouvellement à travers des personnages que j'ai fabriqués. Il y a un peu plus d'un an, au tout début du confinement, je me suis retrouvée dans mon coin atelier à la maison à travailler sur une pièce de textile comme s'il n'y avait plus de futur possible. J'ai avancé dans la confection en étant simplement à l'écoute de ce qui voulait se faire, ce qui m'a procuré un mélange de joie et de liberté. J'ai crocheté de la laine blanche et cousu sur toutes les petites bosses du coton naturel. J'ai ensuite eu une fulgurante envie de plonger la pièce dans la teinture rouge. J'ignorais le résultat que cela donnerait, mais j'étais nourrie par la conviction qu'en écoutant mon impulsion, ma joie, mon étincelle intérieure, l'acte que j'allais commettre permettrait à la pièce de se charger de sens. Ce fut le cas. J'ai nommé cette pièce « Out Damned Spot », une phrase que prononce le personnage Lady Macbeth en référence à une tache de sang qui la hante suite à un meurtre qu'elle a commis. Cette façon de travailler a été pour moi, qui était habituée d'être centrée sur un résultat à atteindre, une révélation. C'est à travers ce personnage de théâtre que j'ai compris comment changer ma perception de mon œuvrement. J'ai aussi compris à ce moment que la fabrication d'objets textiles pouvait devenir une forme d'art pour moi. Mon besoin de changer ma pratique était criant depuis quelques années. J'étais mal à l'aise dans l'aspect théâtral et narratif de mon travail. Ce malaise s'est matérialisé à travers deux personnages que j'ai fabriqués. Je veux vous les présenter. Voici Marie-Marthe. C'est une femme endeuillée depuis des dizaines d'années. C'est une entomologiste dont la maison est envahie de papillons et de leurs cocons, métaphore de la mémoire et de la transformation. Marie-Marthe s'appuiera sur ces cocons remplis de ses souvenirs pour évoluer et enfin réussir à tisser un lien avec un être cher. Ce personnage parle très peu et bouge au minimum. Je la soutenais tout au plus pour qu'elle puisse prendre vie aux yeux des spectateurs. Lucette, une petite fille à l'âme poétique. Elle est muette et déambule dans un paysage imaginé par sa sensibilité. Ce paysage, je lui ai tricoté, crocheté, cousu et teint pendant plusieurs mois. J'ai assumé, grâce aux besoins de Lucette,
vivre dans un paysage matérialisé par le textile, la beauté du travail manuel répétitif, son effet calmant sur mon mental. J'ai découvert que je pouvais fabriquer avec mes mains, dans un geste d'inspiration traditionnelle, pour le bonheur que cela me procure dans l'instant présent. Suite à ces deux créations, j'ai réfléchi beaucoup sur la possibilité de continuer à être artiste. Je ne voulais plus être en scène et certainement pas mettre en scène. Je ne voulais pas non plus agir à titre de scénographe. Je suis incapable de travailler sur commande. J'ai toujours eu l'impression que la marionnette est pour moi un élément de mon intériorité que je choisis de montrer, tel que sorti par une maille ouverte de mon être. J'avais besoin de garder cette proximité entre l'œuvre et moi. Suite à la création de Lady Macbeth, j'ai eu l'idée de proposer un projet d'expérimentation et recherche au Conseil des arts et des lettres du Québec. Même si je pensais à moyen terme éliminer la marionnette de ma pratique, je devais prendre appui sur des fondements solides afin d'obtenir ma bourse. Ça a fonctionné. Le but de mon projet était d'inventer un prototype de forme hybride entre marionnette et création textile qui serait à la frontière entre corporéité et parure du personnage. Je voulais pousser la limite pour que les deux disciplines se rejoignent. Je ne voulais pas que l'une soit au service de l'autre, mais qu'elle se porte vers une nouvelle discipline ou une non-discipline. Je devais avant tout abattre les barrières dans ma perception. Et cela me posait surtout des questions quant au dévoilement d'une telle œuvre. Si je la projette dans un théâtre ou dans une galerie, cela définira sa discipline. Mais bon, j'allais encore trop vite dans le résultat. Revenons au processus. Je me mis donc à crocheter, tisser et tricoter des formes avec de la laine et du fil de coton sans savoir à quoi elles serviraient ou ce qu'elles raconteraient. Des motons, des tissus, des sangles et des pompons de toutes les couleurs apparaissent dans mon atelier. J'effectue une activité autotélique qui n'a d'autre but qu'elle-même et qui offre une récompense intrinsèque. Par la même occasion, je me sens connectée aux gestes traditionnels transmis de génération en génération par les femmes, ainsi qu'à celles qui ont transformé le travail conventionnel en art pour se donner la liberté d'être artiste. Durant cette période, je m'identifie aussi au concept de Guy Laramé qu'il nomme en anglais « not knowing », le fait de laisser les mains faire sans savoir où cela me mènera. Je choisis précisément de travailler avec le textile parce qu'il peut être dense et opaque comme le feutre, comme il peut être poreux, ouvert par ses mailles, laisser des brèches, des ouvertures vers le monde extérieur comme dans le cas du tricot. La laine est une fibre douce et rêche, fragile mais solide quand on rassemble les fibres en les travaillant. J'aime la rugosité de ces creux et ces bosses qui apparaissent. J'aime que les matériaux racontent une histoire, une culture. Je me questionne sur l'appropriation culturelle. Je perçois la culture comme étant l'intériorité d'une communauté, d'un peuple. Ainsi, je m'inspire du travail de ma mère, de mes grands-mères et de mes ancêtres. Je suis aussi stimulée par des témoignages que j'ai reçus concernant les souvenirs évoqués par le textile, tels que le tissage. Cela me permet de penser que je participe à la valorisation de mon propre patrimoine visuel. C'est sur cette lancée et devant l'ampleur de la tâche de fabriquer une marionnette taille humaine que je décide de fabriquer des personnages à petite échelle, des ébauches. Une aiguille en main. J'assemble toutes ces formes qui habitent maintenant mon espace et je leur donne forme avec des petits visages. C'est inspiré de ces personnages que je propose une exposition au Centre d'artistes Vaste et Vague qui ne s'intitulait pas encore « S'écharpiller l'intérieur ». En acceptant, le jury de Vaste et Vague m'a suggéré de retirer les petits visages qui accompagnaient mes sculptures. Ils ont aimé mon concept, mes idées,
mais trouvait que la représentation des personnages était littérale. Sur le moment, j'ai senti que j'allais perdre mon repère, celui de la forme humaine. Pourtant, en plongeant dans cette contrainte, je me suis laissée glisser dans l'abstraction, guidée par mes mains et mon étincelle. Ce fut un réel cadeau de liberté, me propulsant encore plus loin dans le renouvellement de ma pratique. Les personnages sont devenus abstraits, mais je continue à les appeler ainsi et à les voir comme tels. Dans le projet d'exposition, il y avait l'idée que 9 personnages allaient constituer un cercle signifiant entourant un personnage principal. Ce personnage central est ma dernière marionnette et elle vient rejoindre celle qui me parle. Celle qui m'a écharpillée ou dont j'ai écharpillé l'intérieur, je ne sais pas trop. Elle est bien sûr muette, elle a les yeux clos et ne bouge pas. En fait, j'ignore si elle est toujours vivante, mais elle a eu besoin de moi pour se créer un univers entre vie et mort, entre proche et loin, entre ici et ailleurs. C'est elle qui m'a fait comprendre que je ne veux plus être derrière une marionnette, je veux être à ses côtés. Elle s'est révélée comme une inspiration, une muse. C'est à cet endroit que j'ai vu se placer une sorte d'arrière-plan ou d'espace original indifférencié, comme l'appelle Guy Laramée, me permettant de ne pas être dans une discipline unique. En réalité, je présente une œuvre d'art visuel, mais elle est pour moi une œuvre marionnettique. J'ai longtemps hésité à la mettre physiquement dans l'exposition. Je l'ai parée, j'ai fait plusieurs tests. Sa présence charismatique m'assurait l'approbation des spectateurs. Je connais le pouvoir troublant de ces personnages et je m'abîme facilement dans la réaction du public face à elle. C'est un moment d'émotion forte que je chéris, mais je ne voulais pas être complaisante. J'ai fait plusieurs tests et j'ai finalement opté pour une représentation métaphorique de mon personnage. La voici. Les mouvements involontaires la retransforment en marionnette. En bougeant, elle devient cœur battant, corps sensible, charpie d'une forme superflue qui nous laisse avoir son essence. Les formes abstraites la racontent par son intériorité. Intérieur de chair, corps, organes, boyaux, cerveau. Je l'ai entourée, tel que prévu, de l'Énéade représentant un cercle de paroles, de guérison, ses proches qui sont peut-être éloignés en ce moment, les moments importants de sa vie et de sa spiritualité. Elles viennent de partout au monde, de chaque recoin de mon imaginaire, pour encercler ce cœur battant, un être à mi-chemin entre ciel et terre. Je suis encore passée par une marionnette pour créer, parler, raconter, proposer des images, un univers, un imaginaire. Je le fais d'ailleurs aujourd'hui pour cette présentation, mais j'ai eu beaucoup de mal à me cacher cette fois-ci. Je n'étais plus derrière. Quand je parlais de mon œuvre lors du vernissage, les mots se confondaient. Je disais « elle » ou « moi » de façon aléatoire. Quand je parlais d'elle, certaines personnes m'ont dit « on dirait que tu parles de toi ». Dans ma démarche, j'explique que je conçois des personnages féminins qui se fabriquent compulsivement de l'imaginaire pour évoluer dans leur intériorité. Cet imaginaire est matérialisé par du textile la plupart du temps, en tout cas de la matière. Je dis aussi que dans l'atelier, les mains de mes
personnages et les miennes se confondent. Lors de l'exposition S'écharpiller l'intérieur, mon personnage et moi avons été confondus. Et je pense qu'en toute conscience, j'ai écharpillé ma pratique. J'ai écharpillé mon personnage, je me suis écharpillée. Je pense que dans ma propre fibre, je serai toujours marionnettiste, mais d'une façon qui m'est personnelle. Dans l'écharpillage, j'ai aussi été l'un des corps étrangers. La marionnette s'est débarrassée de moi. La marionnette n'a plus besoin de manipulatrice pour exister. Elle a sa propre corporéité. Elle est matière, mouvement et sens dans l'œil de celui qui la regarde. Merci. Merci beaucoup, Karine Leblanc. Alors, nous avons un beau 10 minutes pour des questions, peut-être de vous à la maison, de vous dans la salle. De toi, Virginie, de l'univers entier. Merci pour cet écharpillage. Est-ce que c'est un terme de la Gaspésie ou c'est québécois ou d'où vient ce magnifique terme? Je l'ai trouvé dans un livre, un vieux livre qui parlait du travail textile traditionnel, un livre québécois. C'est un ancien terme que les gens utilisaient quand ils travaillaient la laine pour la nettoyer puis la démêler. L'expression est si forte. Alors, Daniel, est-ce qu'on a des commentaires ou des retours ou des questions de la maison? Ah, quelqu'un demande de la laine ou d'autres produits? Bref, quelle matière finalement? Oui, je travaille de la laine brute, mais aussi du coton, du fil de coton. Qu'est-ce qu'on appelait de la guenille, en fait, que les femmes utilisaient pour tisser des catalogues, par exemple. Le coton que j'utilise est du coton qui provient qui est récupéré ou recyclé. Merci, Karine. Alors, on a une question de Paul. Je voulais savoir de quelle façon, par quel procédé et miracles naissent les visages de tes marionnettes. Miracle. C'est une grosse question, mais en fait, je m'inspire d'abord du sujet, de ce dont j'ai envie de traiter, de parler. Puis je fais une recherche, là, je m'inspire de visages. Après ça, je fais la sculpture en argile. Je pense que j'ai souvent le goût de travailler à partir de visages qui sont quand même marqués par la vie, mais qui sont apaisés en même temps, qui ont un certain calme, c'est pour m'inspirer moi-même. Merci, Karine. Est-ce qu'on a une autre question de la salle? Virginie, aurais-tu une question? Oui. Ouais, ou il y a Daniel. Alors, je vais y aller avant. OK? Je sais que tu as mentionné que tu ne voulais plus être derrière tes objets, puis je l'ai bien entendu. Cependant, quand tu prends une distance vis-à-vis ces objets abstraits-là, as-tu l'impression que tu pourrais être appelé à nouveau par une forme de théâtre d'objets cette fois? Non pas, c'est-à-dire des créations ou des objets tels que tes plus récents pourraient être animés sur scène ou ailleurs sans qu'ils soient identifiés strictement à des personnages et qu'ils t'appellent à une nouvelle manière d'être sur scène finalement. J'ai manipulé certaines de ces formes-là pour une vidéo que j'ai faite avec Vaste et Vague.
qu'on peut trouver sur Facebook là, si ça vous intéresse. Puis j'ai vraiment aimé cette expérience-là que j'appelle de marionnette abstraite ou métaphorique. J'ai vraiment aimé le fait d'avoir l'impression de manipuler une émotion ou quelque chose d'intime plutôt qu'un personnage. Puis oui, j'aimerais ça réinvestir ça éventuellement. Oui. Merci Virginie, merci Karine. Daniel? Oui, j'avais un peu une question qui va dans le sens de celle de Paul là, sur comment tu arrives à tes personnages maintenant qu'elle a posé. Je dirais, c'est quoi... j'ai de la misère à exprimer ce que je vais exprimer parce que je suis vraiment bouleversée par ton travail. Fait que je veux pas, enfin, peu importe. Mais premièrement, est-ce qu'il y a, je comprends que là, tu passes par une espèce d'abstraction, là, puis je comprends tellement ce que tu as expliqué dès le début dans le programme, là, de ne plus vouloir le côté narratif puis le côté théâtral là, de la marionnette. Là, je comprends vraiment. Puis je trouve que c'est très intéressant ce que tu as dit aussi quand tu as dit, si je mets la marionnette dans un théâtre, ça va être une certaine chose. Puis si je la mets dans une galerie d'art, ça va être une certaine autre chose. Puis ça, c'est vraiment toute cette réflexion-là, je la trouve très intéressante. Mais si on revient au personnage lui-même, est-ce que tu dis que tu ne veux plus en faire? Ou bien, puis si tu ne veux plus en faire, est-ce que c'est parce qu'il y en a suffisamment qui t'accompagnent? Ou qu'est-ce qui arrive quand un personnage veut émerger finalement? Parce que quand je dis je suis bouleversée, ils sont tellement vivants, tes personnages, ils sont tellement uniques qu'ils ont comme une vie à eux, tu sais. Fait que c'est quoi ton rapport à ça finalement, puis qu'est-ce que tu vois pour le futur? Comprends-tu? Oui, mais je n'ai pas la réponse parce que je cherche encore. Puis j'ai encore envie de faire des personnages, j'en ai pas assez. J'en ai pas assez fait. J'ai ces personnages que j'ai faits qui sont des vraies marionnettes. J'ai ces autres formes que je considère être des personnages aussi. J'explore de plus en plus le dessin de personnages. Je pense qu'au contraire, je suis en train d'assumer que peut-être ça peut juste être ça, juste la création d'un personnage, avoir envie de m'investir dans une forme qui représente un humain et une culture. Mais je ne sais pas encore vers où je m'en vais avec ça. Grande question. Mais si je peux te poser une question, je sais, pour t'avoir rencontré il y a 2 ans, et c'est une préoccupation qui t'a poursuivi, et tu en as fait allusion un petit peu dans ta présentation. Tu voulais te détacher de l'obsession du résultat, c'est que c'est l'aspect performatif d'un théâtre où il y a il y a un show à rendre, il faut le faire, etc. Toute cette lourdeur, finalement. Mais donc, ton rapport à la création change, qu'il soit théâtral ou peu importe. Mais j'aimerais ça que peut-être, si tu as envie de terminer avec ça, de nous parler aujourd'hui, comment tu te sens par rapport à ça, entre le te laisser happer par le personnage qui émerge dans l'instant versus avoir à canner un show. Là. Oui, j'ai complètement... là, je suis passée d'un extrême à l'autre, justement, d'être dans le résultat, dans l'obsession du résultat. En fait, avant même d'avoir commencé à créer, j'avais déjà en tête un résultat que je voulais atteindre, une vision scénique. C'était toujours beaucoup trop gros. Puis, dans le fond, tout le long du travail, je travaillais juste pour répondre à
à ce besoin-là, à cette finalité-là. Puis là, je passais vraiment à l'opposé parce que je créais, je fabriquais des choses sans vraiment mettre aucune pression. Puis j'ai même presque failli pousser jusqu'au bout en me rendant au centre d'artistes Vaste et Vague sans savoir vraiment qu'est-ce que j'allais proposer. Mais finalement, je me suis gardée une petite retenue, puis je suis arrivée préparée. Puis pour l'avenir, mais c'est sûr que pour moi, c'est beaucoup plus riche comme façon de travailler. C'est beaucoup plus sain, beaucoup plus agréable aussi, parce que j'ai l'impression de me réserver moi-même des souvenirs. Puis c'est ce que tu disais aussi tantôt, là, de me construire, de me découvrir au fur et à mesure. Merci, Karine. S'il y a une autre question peut-être de la maison et on terminerait avec ça. Est-ce qu'on a Oui, la maison te souhaite des grandes félicitations pour cette riche présentation, très bien exprimée. Marie-Pierre Daigle, qui est en métier d'art, est impressionnée là, par ce passage-là que tu as fait de la marionnette à l'heure actuelle, puis que tu as si bien articulé. Alors, elle trouve ça très inspirant, puis ça a stimulé sa créativité beaucoup. Alors, elle te remercie. Merci, Marie-Pierre. Alors, un grand merci, Karine Leblanc. Alors, ceci clôt si bellement cette journée fabuleuse. Merci à toutes vous autres, les femmes extraordinaires, les artistes extraordinaires, les chercheurs extraordinaires qui avez si généreusement partagé votre atelier intérieur, extérieur, périphérique, tout ce qu'on veut. C'est passionnant. Alors, à la maison, j'espère que vous serez des nôtres demain. On va reprendre à 10 heures avec notre chère invitée Sylvie Coton qui nous arrive de Hochelaga Maisonneuve avec un petit passage à Québec. Sa conférence demain s'intitule « Du tout, du rien ». Alors, dès 10 heures, et il y aura deux autres sous-thèmes du colloque, une partie 2 à découvrir ce qu'il y a là et accueillir une part de soi et de l'existence. Et demain, à partir de 15h30, ce sera aussi une période d'échange avec vous à la maison. Donc, on a compilé tous vos commentaires, etc. On va regarder ça et puis demain aussi, ce sera l'occasion de reprendre certaines de vos questions ou de vos commentaires. Un grand merci à tout le monde. Bonne soirée. Bye bye.